À la table du dîner de Noël, mon grand-père abattit violemment sa main sur le bois. Pourquoi? Alors qu'un parfait inconnu contrôlait l'entreprise de stockage frigorifique et de logistique multimillionnaire que j'avais achetée pour ma petite fille. Tabata Lion, resté figé, la fourchette avec un morceau de dinde suspendu à mi-chemin de ma bouche, ces mots claquèrent comme un coup de tonnerre, réduisant instantanément la pièce au silence. Quelques secondes plus tôt, la table était animée, rire, tintement des verres, odeur de dinde rôtie et de biscuits au pain d'épices flottant dans l'air. Mon grand-père Sidney revenait d'un long voyage d'affaires et siégeait en bout de table, puis, sans prévenir, sa paume s'écrasa contre le bois, faisant trembler chaque verre de vin. Il fixa droit devant lui, la voix basse mais tranchante. Pourquoi un étranger dirige-t-il l'entreprise de stockage frigorifique et de logistique au Texas que j'ai achetée et mise au nom de Tabitha il y a 4 ans? Je baissai lentement ma fourchette, les yeux écarquillés dans ce qui ressemblait à une stupeur totale, le cœur battant. Je gardai une voix tremblante et confuse. Papy, de quoi parles-tu? Je n'ai même pas un seul dollar à mon nom, comment pourrais-je posséder une entreprise? Le silence qui suivit était étouffant, les jointures de mon père blanchirent autour du couteau à découper, le visage de ma mère se vida de sa couleur, mon jeune frère et sa femme échangèrent un regard rapide et nerveux, personne n'osa parler. Grand-père se pencha légèrement en avant et expliqua calmement que, quelques semaines plus tôt, un ancien associé l'avait appelé par erreur. Pensant qu'il était toujours impliqué, l'associé l'avait félicité pour le nouveau propriétaire, un certain David Carter, désormais pleinement aux commandes de l'entreprise. Je conservai mon air stupéfait en murmurant « David Carter ». Je n'ai jamais entendu ce nom, tandis qu'à l'intérieur tout s'emballait, mais je restais silencieuse, observant leur réaction, attendant la suite. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper, puis la police arriva. Avez-vous déjà été trahi par les personnes les plus proches, celles que vous pensiez toujours prêtes à vous soutenir? Racontez votre histoire en commentaire, je les lis toutes et veux vraiment savoir d'où vous venez et ce que vous avez traversé, et si vous voulez découvrir la suite, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À très vite pour la partie 2. Toute la famille restait figée sous le choc de la question de grand-père. Sidney ouvrit sa serviette et en sortit un épais dossier de documents fiscaux que l'associé lui avait envoyé par erreur, le fit glisser sur la table en pointant la ligne indiquant David Carter comme propriétaire principal actuel de l'entreprise de stockage frigorifique et de logistique au Texas. Mon jeune frère Knox se pencha aussitôt, le visage rougissant en parcourant rapidement les papiers, secoua la tête et affirma que cela devait être une confusion, peut-être une autre société au nom similaire ailleurs dans l'État, sa voix plus aiguë que d'habitude, presque faussement détendue. Maman intervint aussitôt, posant doucement la main sur le bras de grand-père, elle suggéra qu'il devait être épuisé par le décalage horaire et le long vol de retour, que les souvenirs pouvaient devenir flous après de tels voyages, souriant trop largement pour détourner la conversation. Papa Barry acquiesça en découpant une autre tranche de dinde, bien que plus personne ne mangeât, il rappela que c'était Noël, un moment pour la famille et la célébration, pas pour des discussions d'affaires qui pouvaient attendre que tout le monde soit reposé. Je restais là, laissant la confusion se lire sur mon visage comme si tout cela m'était entièrement nouveau, mon esprit s'emballait, mais lorsque je repris la parole, mon ton resta doux et déconcerté, racontant comment les 4 années passées n'avaient été que lutte depuis la fin de mes études, survivant dans un petit appartement délabré à la périphérie de Houston, aux murs fins et à la climatisation à peine fonctionnelle durant les étés texans écrasantes, avec des mois où les nouilles instantanées constituaient le repas principal, allongé avec les légumes les moins chers du magasin discount. Un Noël en particulier me revint, je venais d'être payé pour un job temporaire, mais après le loyer et les factures, je ne pouvais m'offrir qu'une petite boîte de biscuits sans marque du magasin à $1, emballée dans du papier journal faute de papier cadeau. Je regardais autour de la table et demandais doucement pourquoi personne ne m'avait jamais parlé de cette entreprise si elle était vraiment à mon nom, laissant ma voix se fendre juste assez pour vendre la blessure et la surprise. Grand-père Sidney reprit alors, détaillant l'appel erroné, l'associé avait supposé qu'il supervisait toujours les choses et mentionné combien David Carter développait les entrepôts et obtenait de nouveaux contrats de transport de produits surgelés à travers l'État. Knox se tortilla sur sa chaise, marmonnant que les emails et les appels se croisaient tout le temps dans les affaires. Tegan resta inhabituellement silencieuse à ses côtés, jouant avec la nourriture dans son assiette. Maman lançait des regards à papa, qui s'éclaircit la gorge et proposa un dessert pour détendre l'atmosphère. J'insistais un peu, demandant à grand-père si l'associé avait dit quelque chose de précis sur le changement de propriété. Il raconta plus en détail les récentes modernisations des unités de réfrigération et les nouvelles routes de camions qui augmentaient fortement les bénéfices, chaque mot alourdissant l'air, les guirlandes du sapin semblant soudain se moquer de la tension croissante. Papa tenta encore de changer de sujet en parlant de l'odeur de la tarte, sans effet. Knox évitait mon regard,
fixant les documents comme s'ils pouvaient disparaître par la seule force de sa volonté. La main de maman trembla légèrement en versant de l'eau dans des verres dont personne ne buvait. Je me penchai en arrière, croisant les bras pour cacher à quel point je les gardais volontairement immobiles. Les dénégations s'accumulaient, vagues excuses empilées sans véritable explication. Grand-père ne pressa pas encore, laissant simplement les papiers là, preuves impossibles à balayer. La pièce demeura tendue, chacun attendant que quelqu'un rompe l'impasse gênante, des fourchettes raclant parfois les assiettes sans que personne ne mange vraiment. Je sentais leur agitation intérieure, cherchant de meilleures parades tandis que l'inconfort grandissait à chaque seconde de silence. Grand-père refusait toujours d'abandonner le sujet. Papa poussa un long soupir, celui qu'il utilisait pour paraître raisonnable en pleine dispute, posa soigneusement le couteau à découper près de son assiette, le métal tintant doucement contre la porcelaine, puis regarda chacun avec un mélange d'inquiétude et de patience. Il rappela que, 4 ans plus tôt, juste après ma remise de diplôme, grand-père avait généreusement mis à mon nom l'ensemble de l'entreprise de stockage frigorifique et de logistique, avec ses entrepôts près de Dallas et ses contrats à travers le Texas, comme un cadeau pour mon avenir. Mais à l'époque, dit-il, je n'avais que 22 ans, fraîchement sorti de l'école, sans réelle expérience du monde des affaires, et diriger une structure de cette ampleur aurait pu m'écraser, provoquer des erreurs coûteuses, voire la perte totale de l'actif. La famille avait donc simplement convenu d'assurer la gestion quotidienne, me protégeant temporairement des risques jusqu'à ce que je sois mieux préparé. Maman enchaîna avec aisance, la voix chaleureuse mais ferme, évoquant leur crainte que des partenaires peu scrupuleux n'exploitent mon inexpérience ou que de mauvaises décisions ne plongent l'entreprise dans des difficultés financières, voire la faillite. Tout ce qu'ils voulaient, affirma-t-elle, c'était préserver l'investissement réfléchi de grand-père pour mon bénéfice à long terme. Knox acquiesça vigoureusement en face, parlant d'un choix familial collectif, purement protecteur. Personne ne souhaitait me voir porter un fardeau aussi lourd si tôt dans la vie. Tegan demeurait silencieuse à ses côtés, la fourchette immobile, le regard baissé pour éviter la tension grandissante. Je laissais la douleur apparaître sur mon visage, les sourcils se fronçant comme si je découvrais la trahison pour la première fois. Me penchant en avant, je demandai d'une voix chargée d'émotion ce que recouvrait réellement cette gestion temporaire. Avait-il pris des décisions sans me consulter, et pourquoi m'exclure totalement si l'objectif était la protection? Papa me rassura en expliquant qu'il ne s'agissait que d'une supervision courante, maintenir les contrats, payer les fournisseurs, réinvestir les bénéfices, rien de définitif, insista-t-il, et le contrôle me serait rendu dès que je me sentirais prête à reprendre les rênes. Maman renchérit en disant qu'ils avaient évité de m'impliquer pour ne pas m'ajouter de stress pendant mon adaptation à l'indépendance. Knox ajouta qu'ils avaient suivi les performances de près afin d'assurer une croissance régulière sans complications inutiles. Grand-père les interrompit calmement en secouant la tête et, désignant de nouveau les documents, fit remarquer que les dépôts indiquaient un transfert complet de propriété, et non une tutelle provisoire ni une structure de fiducie. Le front de papa se plissa, il évoqua de possibles mises à jour administratives à des fins fiscales qui n'auraient pas modifié le contrôle familial sous-jacent. Maman acquiesça, rappelant que les structures en LLC exigeaient parfois des ajustements formels pour des raisons de responsabilité. Je demandai doucement comment ces ajustements avaient pu aboutir à l'inscription de David Carter comme propriétaire principal si tout restait détenu par la famille. Mon ton mêlait blessures et confusion, les yeux brillants accentuant les faits. Knox balaya la question, parlant d'une probable erreur administrative des registres de l'État, fréquente au Texas lorsque plusieurs membres sont impliqués. Tegan bougea enfin mais resta silencieuse, tordant sa serviette entre ses doigts. Maman détourna encore l'attention en soulignant leur vigilance constante sur les opérations et en promettant une transparence totale sous peu. Papa hocha la tête, proposant d'en reparler après les fêtes, lorsque les émotions seraient retombées. Grand-père répliqua tranquillement que les registres officiels montraient une cession pure et simple, pas une copropriété ni une procuration. Une fine sueur perla à la tempe de papa, le sourire rassurant de maman vacilla. Knox se frotta la nuque, mal à l'aise. Les excuses se chevauchèrent, subtilité technique, malentendu, mesures de protection, tout évitant l'aveu direct d'une vente. J'observais chaque tressaillement, chaque regard fuyant, la légère montée des voix sur la défensive. L'atmosphère festive s'évapora, remplacée par une politesse tendue dissimulant une inquiétude plus profonde. Les assiettes restaient presque intactes, la conversation tournait en rond, la rationalisation s'amenuisait tout en se faisant plus insistante, et personne ne cédait, s'accrochant à de vagues assurances d'intentions temporaires et de restitution future. Les guirlandes du sapin continuaient de clignoter, projetant des ombres colorées sur des visages soucieux. La tension montait, les dénégations tenaient la ligne mais s'effilochaient sous l'examen. Grand-père venait de souligner le transfert de propriété et fixa Knox,
la question suspendue, il lui demanda directement s'il se souvenait avoir signé des documents liés à l'entreprise ces dernières années. Knox cligna des yeux, reposa son verre plus fort que nécessaire et admit avoir apposé sa signature sur quelques procurations limitées à la demande de nos parents, assurant qu'il s'agissait d'autorisations mineures pour des décisions quotidiennes pendant que je m'installais. Grand-père se tut un instant, puis saisit son téléphone, passa un bref appel et demanda à quelqu'un d'entrer immédiatement. La porte s'ouvrit peu après et Monsieur Odd entra d'un pas assuré, mallette à la main. L'avocat de confiance de grand-père la posa fermement sur la table, fit claquer les fermoirs et révéla des dossiers soigneusement classés. Il commença par le document principal, une ancienne autorisation portant ce qui semblait être ma signature. Il mit d'abord en évidence la date, notant qu'elle coïncidait étrangement avec une période où des registres de déplacement me situaient à plusieurs heures de là, à Austin, pour des entretiens. Vint ensuite des agrandissements montrant des boucles et des angles subtilement différents des exemples authentifiés, une pression plus légère sur certains traits, une inclinaison incohérente sur d'autres, suffisamment de variations pour interroger l'authenticité sans conclure à une discordance flagrante. Puis l'analyse de l'imprimante, des points jaunes invisibles, intégrés par la plupart des machines de bureau, révélait que le document provenait d'un appareil utilisé des mois plus tard que prétendu, sapant la chronologie d'exécution enregistrée. Papa suggéra que des copies de remplacement portaient souvent de nouvelles dates d'impression à des fins d'archivage au Texas. Maman appuya, rappelant la fréquence des réémissions après des dépôts initiaux. Knox accusa le service de notarisation, affirmant que le personnel réimprimait souvent des originaux perdus et appliquait des dates erronées en période chargée. Tegan proposa enfin de simples retards administratifs au sein des agences de l'État, entraînant des corrections routinières, modifiant involontairement les métadonnées. Je conservais une expression de perplexité, demandant innocemment ce que ces détails techniques impliquaient pour le contrôle réel des entrepôts et des contrats. Mes relances provoquèrent de longues explications qui exposèrent davantage de failles. Grand-père intervint parfois pour demander des précisions sur l'étendue des autorisations. Odd rappela les statuts texans limitant les procurations à des finalités précisées, tout dépassement pouvant attirer l'attention. Les réponses se superposaient sur la défensive. Papa insistait sur l'intention toujours protectrice, maman sur l'évitement d'un fardeau au début de ma carrière. Knox répétait que les formulaires n'assuraient que la continuité opérationnelle sans transfert permanent. Tegan acquiesçait en ajoutant que ces dispositifs protégeaient largement les actifs familiaux. Je demandais doucement pourquoi des procurations étaient nécessaires si la supervision restait temporaire. La question déclencha des justifications hâtives sur l'efficacité en phase de croissance. Odd présenta des comparaisons côte à côte avec les cartes de signature bancaire de mes comptes. Les divergences persistaient: variation d'inclinaison de base, rupture de liaison peu commune dans mon écriture authentique sans conclusion définitive de faux, seulement une accumulation de signaux d'alerte exigeant clarification. L'avocat souligna qu'un examen expert approfondi pourrait préciser l'intention. Les visages se crispèrent, papa desserra légèrement son col, maman but de l'eau à plusieurs reprises, Knox tambourina des doigts, Tegan recommanda d'obtenir les registres du notaire pour vérification, et Knox s'en empara en affirmant que cela réglerait tout rapidement. J'exprimais une inquiétude discrète sur la nécessité de telles démarches, la voix désormais empreinte d'une blessure apparente. Les réactions s'intensifièrent, les assurances affluèrent plus vite et de façon moins coordonnée. Grand-père observa calmement, laissant les doutes s'installer. Les preuves restaient au stade du soupçon, semant des graines sans accusation formelle, tandis que les décorations de fait contrastaient crûment avec l'inquiétude grandissante. Les défenses tenaient, mais les fissures s'élargissaient, la pièce devint plus silencieuse, chacun mesurant les implications des irrégularités mises en lumière. Monsieur Odd passa alors au dossier suivant, étalant une série d'impressions agrandies montrant des courriels anonymes envoyés à des recruteurs d'entreprises où j'avais postulé à des postes débutants en logistique ou en management juste après l'université. Les messages variaient légèrement mais suivaient un schéma me décrivant comme manquant d'éthique de travail, abandonnant souvent des responsabilités en cours de projet ou créant des tensions inutiles, me rendant inapte à un environnement professionnel. L'avocat indiqua des en-têtes révélant des domaines d'envoi via des comptes temporaires, mais des journaux de serveurs retraçaient systématiquement l'initiation vers l'adresse IP résidentielle enregistrée ici même. Knox réagit aussitôt, se retournant vers maman avec une frustration tranchante, lui demandant pourquoi elle avait insisté pour qu'il rédige ses notes, les présentant comme une intervention nécessaire pour décourager des postes trop exigeants ou trop éloignés. Les yeux de Tegan s'écarquillèrent, elle se pencha en avant, la voix plus aiguë que d'habitude, rappelant à Knox qu'il lui avait demandé de relire le courrier sortant de l'entreprise et qu'elle était tombée par hasard sur des brouillons enregistrés dans son dossier personnel, affirmant que sa découverte était fortuite et refusant toute responsabilité partagée pour un mépris qu'elle n'avait jamais approuvé. Papa leva les mains en geste d'apaisement pour faire baisser le ton,
rappelant que la motivation initiale était d'orienter le début de ma carrière vers des opportunités locales et stables où la famille pourrait offrir un accompagnement en cas de difficulté. Le sang-froid de maman se fissura davantage, l'humidité lui montant aux yeux lorsqu'elle expliqua son inquiétude constante face à l'éloignement, ses communications n'ayant pour but que d'éliminer des options susceptibles de m'isoler dans des villes inconnues sans réseau de soutien. Knox répliqua rapidement que son anxiété s'était traduite par des actions auxquelles il s'était senti poussé malgré son malaise, affirmant avoir été réticent mais avoir cédé à une préoccupation parentale persistante. Tegan contesta ce récit, se souvenant de conversations où Knox se disait confiant que cette approche bénéficierait à tous en me gardant plus près à long terme. Je restais immobile, absorbant chaque nuance, les voix qui se chevauchaient sur la défensive, les gestes plus animés, les visages rougissants d'un mélange de protection et de regret et mes relances ponctuelles, formulées comme des questions naïves sur certaines candidatures rejetées, firent émerger des souvenirs plus précis, élargissant la coordination mise au jour. Les tentatives de médiation de mon père perdirent de leur force, ses appels à comprendre le contexte d'une intention prétendument protectrice se heurtèrent à des accusations de plus en plus pressantes. Ma mère essuyait des larmes désormais incontrôlables, répétant, sous diverses formes, qu'elle ne cherchait qu'à assurer proximité et sécurité à sa fille avant toute chose, ce que Knox balaya comme autant d'excuses dissimulant un contrôle excessif. Il rejeta la faute sur l'initiative parentale tout en minimisant son propre rôle dans l'exécution, tandis que Tegan prenait ses distances, affirmant avoir été surprise d'apprendre l'ampleur réelle des faits lors de découvertes ultérieures et exprimant sa déception envers Knox pour ne pas l'avoir informé plus tôt. Grand-père observait, impassible. Maître Hodge présenta des relevés horodatés, classés chronologiquement, démontrant la constance d'un schéma sur plusieurs cycles de recrutement, et les réponses se fragmentèrent. Knox admit la rédaction des messages mais en minimisa l'influence. Ma mère reconnut une participation qu'elle requalifia en simple suggestion bienveillante. Tegan souligna des périodes où ces messages coïncidaient avec l'absence de toute correspondance indépendante. Les reproches internes dominèrent, chacun protégeant sa responsabilité tout en soulignant l'implication accrue des autres. J'intervins à peine, posant quelques questions destinées à préciser la chronologie sans révéler mes connaissances préalables, tandis que la présentation méthodique de l'avocat accentuait naturellement les divisions. Les journaux de connexion correspondaient précisément à l'activité en ligne du foyer aux heures habituelles du soir, et Knox finit par admettre avoir rédigé sous directive. Ma mère parla d'inquiétudes mal interprétées, Tegan d'une conscience limitée, mon père appela encore et encore à la compréhension des circonstances difficiles ayant motivé certaines décisions, mais sa conviction s'émoussait. Je notai calmement que certains refus coïncidaient avec des étapes clés de ma carrière, et les justifications précipitées n'en mêlèrent que davantage la situation. La tension se resserra, les alliances se fissurèrent sous le poids de l'exposition mutuelle, les pièces à conviction demeurant, muettes, témoins d'une ingérence orchestrée, les voix finirent par retomber, l'épuisement l'emportant sur la défensive, un ressentiment non résolu pesant lourdement, sans qu'aucun aveu n'atteigne le cœur du problème, l'attention restant fixée sur le sabotage de ma carrière et le fossé se creusant de façon palpable malgré des tentatives de réconciliation de façade. Soudain, grand-père leva la main, paume ouverte, imposant le silence, les chamailleries cessèrent net et tous les regards se tournèrent vers lui. Ses yeux portaient une détermination glaciale que je lui connaissais rarement, même dans les négociations d'affaires difficiles qu'il évoquait de sa jeunesse. Il inspira lentement avant de parler d'une voix posée, dénuée de chaleur, révélant que, plusieurs mois plus tôt, après les premiers soupçons nés de rapports irréguliers, il avait consulté des professionnels et modifié son testament, le nouveau document révoquant toutes les dispositions antérieures en faveur de mon père, de ma mère, de Knox et de Tegan, et réattribuant l'intégralité des biens restants propriété, investissement et fiducie exclusivement à moi en tant qu'héritière unique. Maître Hodge confirma calmement en faisant glisser une copie certifiée pour consultation, les sceaux notariés et signatures de témoins brillants sous la lumière de la salle à manger, puis enchaîna sans rupture avec les preuves finales, des comparaisons médico-légales agrandies de la signature figurant sur le contrat de cession de l'entreprise de stockage frigorifique et de logistique à David Carter, dont les superpositions mettaient en évidence des idiosyncrasies identiques courbes particulières de certaines lettres, point de levée du stylo, répartition de la pression correspondant aux échantillons authentifiés de Knox avec une certitude de 99%. Les relevés financiers suivirent aussitôt, retraçant des virements substantiels du vendeur vers un compte joint de longue date contrôlé par mes parents, explicitement qualifié de paiement pour la vente d'actifs de l'entreprise. La résistance de Knox s'effondra visiblement, les épaules affaissées, il finit par avouer l'ensemble du stratagème, la vente pure et simple destinée à générer des liquidités urgentes afin d'éviter une saisie imminente de l'entreprise de construction de mon père, accablé par des privilèges fournisseurs et des exigences bancaires, précisant l'implication de Tegan,
qui avait mobilisé ses contacts sectoriels pour identifier David Carter comme acheteur discret capable de conclure rapidement sans vérifications approfondies. Ma mère étouffa un sanglot en portant ses doigts à ses lèvres, mon père agrippa le bord de la table, les jointures blanchissant, Tegan fondit en larmes en protestant que son rôle s'était limité à une mise en relation sans participation à la préparation des documents. Grand-père répondit sans hausser le ton, soulignant que la tromperie coordonnée s'était étendue sur des années, entravant mon indépendance tout en exploitant un don destiné exclusivement à ma sécurité, et Maître Hodge exposa calmement les dispositions applicables du droit texan, rappelant que la falsification d'actes affectant des droits de propriété entraînait de lourdes sanctions, aggravées par des chefs de fraude lorsque la cession résultait de fausses déclarations. Un coup frappé, délibéré, résonna à l'entrée, grand-père acquiesça, autorisant l'accès, et 2 policiers en uniforme pénétrèrent, au maintien professionnel mais ferme, expliquant leur présence par un dépôt antérieur de plainte pour suspicion de fraude documentaire appuyée par des conclusions préliminaires d'experts. L'un photographia les pièces avec consentement, l'autre notifia formellement des convocations, d'abord à Knox puis à mon père, les sommant de se présenter sans délai à un entretien d'enquête pour falsification présumée de signatures et cession non autorisée d'actifs. Tegan éclata en sanglots, s'agrippant à la manche de Knox en implorant les agents de régler les malentendus en privé, tandis que les jambes de ma mère fléchissaient et qu'elle s'enfonçait dans son siège, le visage enfoui dans les mains, des sanglots étouffés s'échappant, mon père accepta la notification mécaniquement, les yeux baissés, Knox fixant le document en murmurant des excuses décousues sur la détresse ayant guidé de mauvais choix. J'attendis la fin du protocole avant de parler, déclarant d'une voix égale qu'ils avaient privilégié la préservation de leur train de vie au détriment de l'avenir qui m'avait été confié, liquidant ce qui ne leur appartenait pas, et que les conséquences s'imposaient désormais sans intervention ni indulgence de ma part. Les agents conseillèrent de retenir rapidement un avocat, précisant que la procédure suivrait son cours. Ils repartirent courtoisement, laissant copie et coordonnées, et un lourd silence retomba, la musique des fêtes provenant d'un haut-parleur lointain paraissant absurdement déplacée. Ma mère tendit une main tremblante en murmurant des appels brisés au dialogue et à la guérison familiale malgré les fautes, mon père évoquant faiblement des pressions ayant obscurci le jugement durant la crise financière, Tegan continuant de pleurer en s'interrogeant sur la façon dont la protection avait pu se muer en un dommage irréversible, Knox demeurant muet, tête baissée. Grand-père rassembla méthodiquement les pages éparses, Maître Hodge sécurisa les documents et formula des paroles de clôture mesurées, et je rappelai que la décision leur appartenait entièrement depuis des années, la miséricorde exigeant un repentir authentique capable d'annuler un préjudice ici irréparable. Aucun autre mot ne fut échangé, la soirée se dissolvant en un après-coup fragmenté, des liens rompus au-delà de toute réparation, tandis que les policiers s'éloignaient dans la nuit. Texane fraîche, les convocations laissaient derrière eux comme des avis définitifs. Une année entière passa, broyée par des procédures judiciaires éprouvantes, l'action civile s'étira entre dépositions, phases de communication de pièces et multiples audiences au centre de Houston, où je passais des heures sous des néons à répondre à des questions sur des chronologies que je connaissais par cœur, les nuits se confondant avec des relectures anxieuses d'affidavits et de rapports d'experts, le sommeil haché par la crainte que les preuves médico-légales ne cèdent face à des défenses invoquant la bonne foi ou l'erreur administrative. L'équipe juridique de David Carter soutint avec succès qu'il avait acheté en croyant raisonnablement à la validité du titre, réduisant la récupération à une restitution partielle plutôt qu'à la valeur intégrale de l'entreprise. Un accord intervint finalement, suffisant pour poser des bases mais loin de compenser tout ce qui avait été perdu en opportunité et en croissance au fil des années volées. L'ordonnance du juge imposa un paiement échelonné étroitement surveillé pour prévenir toute évasion, tandis que le monde de mon ancienne famille se défaisait progressivement, l'entreprise de construction de mon père s'effondra sous le poids cumulé des dettes existantes et des nouveaux frais juridiques, menant à une liquidation au titre du chapitre 7 qui balaya équipement, contrat et une réputation bâtie sur des décennies. Mes parents vendirent la maison familiale de banlieue, chargée de souvenirs d'enfance désormais souillés, pour faire face aux obligations croissantes, se repliant dans un modeste appartement en location à la périphérie de la ville où les décorations de fête ne reparurent plus, et Knox subit des conséquences distinctes de l'enquête pour fraude, des conditions de probation et des ordonnances de restitution mettant davantage ses finances à rude épreuve. Tegan a demandé le divorce en cours de procédure, invoquant des différends irréconciliables nés des retombées de l'affaire. Elle est retournée dans sa ville natale pour s'éloigner du scandale qui avait affecté son réseau professionnel. J'ai réinvesti chaque dollar du règlement dans le lancement d'une entreprise logistique plus modeste, spécialisée dans de multiples unités de stockage frigorifique destinées aux producteurs locaux, agriculteurs, marchés, petits distributeurs alimentaires et restaurants ayant besoin d'espaces de débordement flexibles dans la grande région de Houston. Les premiers mois ont été éprouvants, obtenir les premiers clients a exigé des appels à froid,
des stands sur des salons et des tarifs réduits pour instaurer la confiance, le capital est étendu entre les baux d'entrepôt, l'achat de remorques réfrigérées et des retards de paie, mettant à l'épreuve la loyauté des quelques employés embauchés. La trésorerie s'est progressivement stabilisée grâce à un réseautage persistant lors d'événements sectoriels et à une prestation de services fiable. Des contrats récurrents sont nés de partenaires satisfaits qui recommandaient l'entreprise, la rotation des stocks s'améliorant mois après mois. Mon grand-père Sidney a déménagé dans un condo confortable à proximité, offrant des conseils informels tirés de sa longue carrière négociation avec les fournisseurs, optimisation des itinéraires, évaluation des risques précieux sans jamais s'imposer, il participait à quelques visites de sites, la fierté visible tandis que les opérations s'étendaient d'un site à au moins des implantations satellites desservant les comtés voisins. Les contacts avec mes parents et mon frère ont cessé entièrement, numéros bloqués, quelques messages de ma mère transmis par des connaissances communes, brèves excuses et espoirs de réconciliation, que je supprimais sans les lire, reconnaissant des schémas de manipulation sous un vernis de remords. La guérison exigeait des limites, pas la réouverture de blessures. Les jalons professionnels s'accumulaient discrètement premier trimestre bénéficiaire, prime de fidélisation des employés, avis positifs de clients appréciant un service personnalisé absent chez les grands concurrents tandis que ma routine se réglait, contrôle matinaux des entrepôts, paperasse le soir, repos le week-end, lecture de revues spécialisées ou promenade sur les sentiers locaux pour clarifier l'esprit. La présence de mon grand-père apportait une compagnie constante, repas partagés, discussions sur les tendances du marché, soirées calmes devant des matchs, son encouragement renforçant les choix faits, l'indépendance financière devenait tangible, les comptes reflétant des progrès durement acquis plutôt que la dépendance ou la tromperie. L'ombre de la trahison persistait dans les moments de doute, mais l'élan vers l'avant la dépassait de plus en plus. Les licences ont été renouvelées sans heurts, les polices d'assurance mises à jour, de petites réunions d'équipe ont marqué des étapes comme l'ajout de nouveaux véhicules, les liens communautaires se sont renforcés via la chambre de commerce et le parrainage d'événements soutenant l'agriculture texane. La santé de mon grand-père est restée solide, ses analyses affinant nos stratégies face aux coûts fluctuants du carburant et au changement de la chaîne d'approvisionnement. L'isolement vis-à-vis de la famille de sang s'est mué en une solitude choisie, une peinée de l'autonomie, les souvenirs de cette nuit de Noël affleuraient rarement, comme un rappel plutôt qu'un regret. La croissance s'est poursuivie par étapes, unités réfrigérées supplémentaires, équipe de chauffeurs élargie, base client diversifiée réduisant les risques de dépendance unique et la stabilité paraissait méritée, les fondations solides face aux incertitudes à venir. Mon grand-père soulignait souvent la résilience démontrée, sa satisfaction évidente en voyant l'entreprise prospérer sous ma direction, la vie se recomposer autour de l'authenticité, libérée d'une toxicité héritée. Depuis le petit bureau de ma nouvelle société de logistique au Texas, j'ai commencé à publier anonymement mon histoire sur un forum en ligne dédié aux personnes financièrement exploitées par des proches. Le fil a gagné en visibilité, d'abord discrètement, puis avec quelques réponses compatissantes de personnes confrontées à des litiges successoraux ou à des fraudes entre frères et sœurs. Un soir, après la fermeture de l'entrepôt, j'ai reçu un message privé d'une jeune femme d'une vingtaine d'années vivant en Oklahoma, qui racontait comment son frère aîné avait transféré à son nom, au moyen de faux documents, des terres familiales léguées par leur grand-mère pendant qu'elle était en école d'infirmière. Nous avons échangé pendant des semaines, je partageant des ressources recueillies lors de mon propre dossier organisation d'aide juridique pro bono, modèle de plainte pour le greffe du comté, conseil pour rassembler des relevés bancaires sans alerter l'auteur et elle me tenait informé de chaque étape jusqu'à la décision finale en sa faveur, avec rétablissement du titre et dommages compensatoires, puis m'a envoyé une lettre manuscrite pleine de gratitude. D'autres sollicitations ont suivi, un homme du Colorado au sujet de distribution de fiducie détournée, une sœur de Floride décrivant la liquidation d'investissements communs sans consentement, je réservais des heures le week-end pour des consultations virtuelles gratuites, relisant des documents, suggérant des questions aux avocats, expliquant des précédents parfois déterminants. Aucune rémunération n'a jamais été échangée, la satisfaction venait de voir des schémas se résoudre, des victimes confuses retrouver de la clarté et agir. Mon grand-père est devenu un habitué du bureau, arrivant en milieu de matinée avec des cafés, s'installant sur la chaise libre tandis que je gérais facture et planification, nos conversations dérivaient vers la justice, reconnaissant un chemin plus ardu que la colère initiale ne le laissait croire, mais soulignant la croissance née des revers. La fierté perçait dans sa voix lors des expansions et des étapes des employés, Noël a changé de sens, décoration sobre, un petit sapin à l'accueil, des lumières à l'entrée de l'entrepôt pour remercier l'équipe, non plus des rassemblements forcés, mais un rappel annuel de l'autopréservation. J'ai appris à voir la famille avec lucidité, le lien se mérite par un respect constant, non par le sang, le pardon reste possible face au changement démontré, pas à la répétition du tort. Les blessures se sont émoussées,
remplacé par un dessin, aider d'autres à traverser une obscurité similaire. Chaque réussite confirmait le choix de rompre avec des liens toxiques, laissant place à des relations saines fondées sur la confiance. Mon grand-père notait souvent la résilience forgée par l'épreuve. La leçon s'est imposée, la parenté n'accorde aucun droit automatique à la loyauté, la protection commence en soi, les limites sont essentielles, rompre le contact n'était pas une cruauté mais la condition de la survie, de la croissance et d'une contribution plus large. La paix est venue non de la réconciliation, mais de l'acceptation et de l'engagement envers d'autres standards. Aider les autres est devenu une rédemption silencieuse, transformant des blessures privées en force partagée, tandis que l'entreprise s'étendait unité supplémentaire, rayon de livraison élargi au centre du Texas et que l'ancrage communautaire grandissait. En définitive, le caractère fonde la valeur, retenir le pardon face aux traîtres non repentis à protéger l'avenir. Avancer signifiait embrasser l'autonomie, offrir de l'aide avec discernement et vivre authentiquement. Le parcours, douloureux, a apporté une maturité et une direction inattendues, et comme l'a résumé mon grand-père, la justice arrive parfois incomplète, mais l'évolution personnelle achève la victoire. Une vérité intime et profonde, l'absence de toxicité crée l'espace d'un lien véritable, et une vie reconstruite sur des bases solides se poursuit avec une confiance tranquille.